Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin. Nous revenons le lundi 19 mars, mais nous avons décidé de faire une émission spéciale en Facebook Live. C'est la première fois que vous allez pouvoir répondre. Donc on va pouvoir répondre à vos questions. Vous allez pouvoir poser en direct, notamment à nos spécialistes que je présenterai tout au long de l'émission. Mais avant cela, je vous propose donc de découvrir la thématique. On va parler du cyberharcèlement et harcèlement scolaire avec notamment le témoignage de Chiara Latrompette. Bonjour Chiara, merci d'être avec nous sur le plateau de 9h50 le matin. Chiara, tu as donc 13 ans et Oui. tu as décidé de créer l'association Marcèlement. Pourquoi ? Pour aider les jeunes harcelés et qu'ils soient crus et entendus par les adultes qui les entourent et même les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en viennes à créer cette association ? Je me suis fait harceler pendant 8 mois en 6e, donc il y a 2 ans. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de créer cette association. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une copine qui t'a harcelé ? Ouais. Une camarade de classe qui est devenue vite une amie et qui a vraiment commencé à éjecter tout autre ami de ma vie et à monter tout le monde contre toi, en fait. Oui, exactement. Il y avait une raison particulière ? Non, pas du tout. Pas du tout. Aucune raison. Et elle a commencé à m'insulter vraiment tous les jours. Puis au début, elle était toute seule, donc au début, ça allait. Mais après, ils ont été 2, 5, 10, 20, presque toute la classe après contre moi, et même plus. Et du coup, j'étais vraiment toute seule contre une trentaine d'élèves à m'insulter et rigoler. On se sent comment le matin quand on doit aller en cours et qu'on a tout le monde à dos comme ça ? Ça s'est passé en quel laps de temps ? En même pas un mois, quelque chose comme ça. En un mois, tu avais toute la classe contre toi. Ouais. Donc le matin, ça se passe comment ? Tu es dans quel état d'esprit comme ça pour aller en cours ? Peur, beaucoup de peur. Du coup, j'avais mal au ventre. Et ouais, je redoutais ce qui allait se passer aujourd'hui. J'imaginais tout ce qui pouvait se passer tout le reste de la journée. Les notes ont été impactées par ce harcèlement ? J'ai chuté j'apprenais plus, je faisais plus mes devoirs, plus rien. Il y a une autre raison aussi qui t'a poussée à monter l'association Marcèlement. Quelle était-elle ? Oui, presque un an après, un jeune de mon collège qui s'appelle Christopher s'est suicidé à cause du harcèlement et du coup, j'ai décidé qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. Tu savais qu'il était harcelé ? Non, pas du tout. Tu avais vraiment aucun allié dans le collège qui était là pour aucun allié. Tu as décidé d'en parler à tes parents. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'en es sortie de ce harcèlement ? Déjà, je leur en ai parlé, mais ils n'ont pas forcément compris. Pour eux, c'était juste une dispute de filles, un truc comme ça allait passer. Et à force qu'ils me remballent un peu, j'ai arrêté de leur en parler. Puis j'ai parlé aux adultes du collège qui ne comprenaient pas non plus et qui disaient qu'ils allaient faire attention. Les adultes du collège, donc on parle là ici des professeurs, des surveillants. Tu étais harcelée à l'école. Est-ce que cet harcèlement s'est étendu sur Internet, notamment les réseaux sociaux ? Oui, justement, ça a commencé sur Snapchat, où elle a commencé à venir m'insulter et m'envoyer des photos d'elle avec des insultes. Et ça a duré une soirée. Puis après, ça s'est arrêté. Et après mon harcèlement aussi, il y a eu un compte créé contre le collège. Et on disait que c'était moi alors que j'étais pour rien. D'accord. Aujourd'hui, en tout cas à l'époque quand tu en as parlé donc à tes parents qui ont pris ça plutôt pour des petites chamailleries, donc de façon assez légère, le corps professoral aussi. Donc tu n'as trouvé aucun appui. Comment tu as fait pour te sortir de ça ? Auprès de qui tu as pu trouver une écoute ? De mes frères et sœurs, de 2 de mes frères et sœurs qui ont un an de plus et un an de moins que moi, dont mon frère qui était au collège en ce moment-là avec moi. Et ils voulaient aller en parler à mes parents, mais je leur disais de rien dire. Et du coup, ils m'écoutaient et mon frère venait des fois m'aider dans la cour. Et puis un jour, la veille d'un voyage scolaire, où j'avais peur qu'elle vienne me frapper physiquement. Tu avais déjà agressé physiquement ? Un croche-pied, mais sinon, non. J'ai évité tout le temps. J'allais aux toilettes pour pleurer pour pas qu'il m'arrive des choses. Mais du coup, j'ai vraiment eu peur et j'ai vraiment dit à mes parents que j'avais peur. Et je leur ai vraiment tout raconté depuis le début. Et là, ils ont compris. Jean-Michel Moreau, vous êtes conseiller du recteur pour les établissements et la vie scolaire pour l'Académie de Nantes. Comment vous réagissez face à ces mots de Chiara qui n'a trouvé aucune aide, aucune épaule auprès du corps professoral, auprès de ses enseignants ? Alors, je suis très étonné il y a 2 ans, mais je crois évidemment ce que dit Chiara. Son témoignage renvoie à d'autres témoignages
qu'on a pu nous entendre dans l'Académie de Nantes. Je suis très étonné qu'effectivement les adultes soient passés à côté de la situation. C'est difficile de voir les situations de harcèlement parce que les enfants ne parlent pas spontanément, les élèves ne parlent pas spontanément. Et donc on appelle, nous, l'ensemble des adultes présents dans les établissements à faire preuve de vigilance pour essayer d'observer, d'écouter ce qui se passe entre les élèves. Depuis 2012, l'Éducation nationale a fait beaucoup d'actions en direction de la prévention du harcèlement. Nous avons mis en place un certain nombre d'actions de formation à destination des professionnels. Et nous avons aussi créé un certain nombre de ressources pour que les élèves, mais aussi les parents, puissent prendre connaissance de ce phénomène. Détecter. Et puis, le détecter, être à l'écoute aussi des signaux que peuvent renvoyer les élèves. Les professeurs suivent-ils une formation? Est-ce que vous vous baladez justement Une sensibilisation pour l'ensemble des professeurs dès la formation initiale désormais. D'accord. Et des formations. Ça a été imposé. Ça a été imposé. Ce qui a été imposé par les 2 ministres qui se sont succédés, et ça a été rappelé par Jean-Michel Blanquer dernièrement, c'est la nécessité pour chaque établissement de produire un plan de prévention de la violence, mais dans la violence, un plan de prévention du harcèlement. Avec une dimension, mais on y viendra peut-être, qui est désormais un peu nouvelle pour nous, c'est celle de la lutte contre le cyberharcèlement. Voilà. Donc il y a une obligation pour l'institution de répondre, avec des formations qui sont mises en place, et puis on a créé aussi un ensemble de référents pour la lutte contre le harcèlement dans les académies. Il y en a 13 dans l'Académie de Nantes qui sont à l'écoute des familles et des élèves, bien sûr. Capitaine Anne-Sophie Rouland, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Apportez-nous, voilà, vous êtes là pour nous apporter des précisions, notamment quant au cyberharcèlement, à différencier ce qu'est le cyberharcèlement et le harcèlement. Donc, c'est vrai que pour appréhender le phénomène de cyberharcèlement, il faut définir le harcèlement, puisque le cyberharcèlement, c'est une forme d'harcèlement. Donc, le harcèlement, ce sont des violences qui sont physiques, comme dit Clara, ça peut être un croche-pied, une tape sur la tête, verbales, des insultes, psychologiques, rabaisser toujours l'autre, qui sont exercées donc sur une victime, un élève, qui ne peut se défendre, et qui sont exercées par un ou plusieurs individus. Donc, on voit qu'il y a des phénomènes de groupe, par un ou plusieurs individus, mais comme le disait Chiara, devant des spectateurs. Donc c'est la particularité du harcèlement, c'est qu'il y a des spectateurs qui assistent à la scène, et ces spectateurs, ils rigolent, et puis ils n'osent de rien dire. Ça veut dire que s'il n'y a pas de spectateurs, on ne peut pas considérer cela comme du harcèlement? Si, c'est du harcèlement, Si. mais ça ajoute, c'est-à-dire que la victime, pour elle, c'est encore plus douloureux que ça se fasse devant des spectateurs. Ensuite, le développement des nouvelles... Et puis j'ai oublié de rajouter, c'est que ces violences, elles sont répétées. Pour caractériser le harcèlement, il faut qu'elles soient répétées, quasi quotidiennes. Comment on va différencier justement les chamailleries d'un harcèlement? Déjà, pour le cyberharcèlement, je n'ai pas été jusqu'au bout, c'est vrai que le cyberharcèlement, c'est l'utilisation de ces technologies de communication qui se sont développées ces dernières années. Donc c'est vrai que c'est un phénomène récent, puisque Instagram, c'est depuis 2010, Snapchat, c'est depuis 2011, donc c'est relativement récent. Donc c'est le fait d'utiliser ces technologies de communication pour porter atteinte délibérément à autrui, enfin à une victime, et de manière répétée. Donc ces deux notions de délibérément et de manière répétée, c'est ce qui va constituer l'infraction. Ensuite, excusez-moi, votre question, c'était sur la différence entre une chamaillerie et le harcèlement. C'est cette notion de répétition quotidien, étendue sur un mois, par exemple, plusieurs mois. C'est ce qui va nous servir. Je vais me faire l'avocat du diable. On est souvent, on subit les chamailleries de façon quotidienne quelque part. Alors, est-ce que justement les chamailleries ne sont pas, in fine, au départ, du harcèlement? Les chamailleries, oui, mais là, ça va vraiment blesser aussi la victime. Elle ne peut se défendre. Ce que disait Chiara, c'est qu'elle ne pouvait pas réagir. Donc là, on va plus loin. Elle ne peut plus se défendre, donc elle est un peu dans l'impasse, je dirais. Et en plus, ça se répète. Donc là, il faut agir. L'aspect répétitif. Voilà. Chiara, qu'est-ce que vos frères, donc vos frères et sœurs, vous ont aidé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Du coup, j'en ai parlé à mes parents. Et on a porté plainte contre cette jeune. Et ça s'est classé sans suite. Comment vous l'expliquez, ça, capitaine Rouland? Donc déjà, je n'étais pas sur ce dossier, donc je peux pas, j'ai pas tous les tenants et aboutissements. Après, la plainte, je pense que maintenant, c'est l'ultime recours, c'est qu'il y a plein de solutions avant. Et nous, au niveau de Nantes, c'est vrai qu'on a peu de plaintes pour harcèlement, c'est-à-dire ou cyberharcèlement. Peu portent plainte, Peu portent jusqu'au bout. plainte. Pourquoi? Parce que par peur ou parce qu'il y a des solutions intermédiaires, comme de la médiation, qui sont trouvées
au préalable? Je pense, moi, qu'il y a un effort fait aussi par l'éducation nationale, par les associations, qui fait que les victimes ne vont pas jusqu'à l'ultime recours qu'est la plainte. Véronique Riotte, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste et formatrice en harcèlement, discrimination dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce qui a été évoqué déjà sur ce plateau? Alors, ce qui se passe dans le harcèlement, surtout, c'est que la victime est en souffrance. Et quand une victime est en souffrance, elle n'ose pas aller parler, elle a honte et elle n'ose pas demander de l'aide. Au début des situations, il se peut qu'elle ait demandé de l'aide et que ça lui ait été refusé ou qu'on ne l'ait pas cru. Souvent, les victimes ont peur des conséquences s'ils en parlent, que la situation soit gérée de façon à ce qu'il y ait des vengeances et que ça se retourne contre eux. Voilà. Donc, c'est des situations qui sont délicates. Et c'est pour ça qu'il faut gérer, en fin de compte, toutes les personnes qui sont dans les postures différentes en même temps. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de la victime et lui redonner de l'estime d'elle-même, et en même temps aller voir les témoins passifs, ceux qui n'osent pas intervenir parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ceux qui n'osent pas parce qu'ils se disent « après tout, ce n'est pas mon problème, tant que c'est cette personne-là, ce n'est pas moi ». Et il faut aller voir ces personnes-là et essayer de leur faire comprendre la souffrance, qu'ils arrêtent le déni de souffrance qu'ils ont envers la victime et leur faire les sensibiliser sur cette souffrance que subit la victime pour qu'ils arrêtent d'être spectateurs et qu'ils interviennent et qui du coup interviennent auprès de la victime pour ne plus la laisser dans l'isolement. Donc la victime en même temps elle a une force parce qu'on lui redonne de l'estime d'elle-même, parce qu'on la croit, parce qu'on l'aide, et puis en plus elle a une force parce qu'elle n'est plus seule. Voilà. Et après, il faut aussi en même temps s'occuper des jeunes qui sont en situation de harceleur. Bien sûr. Qui sont des jeunes qui sont aussi la plupart du temps en souffrance, qui sont souvent d'anciennes victimes. Alors c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en maquillage. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur le plateau 9h50 le matin. Je rappelle que la thématique est le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. D'ailleurs, on a eu un message pour toi, Cara, d'Émilie, qui te dit bravo pour ton courage. J'en profite. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc on en parlait tout à l'heure, Véronique, en loge maquillage. Effectivement, les harceleurs étaient anciennement des victimes et souvent à la suite d'un changement d'établissement scolaire, pour éviter de se retrouver dans cette situation de nouveau de victimes, deviennent harceleurs. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas du 100%, oui. mais ça arrive régulièrement que, oui, en effet, la personne qui est en posture de harceleur, parce que ce ne sont que des postures, on peut être dans la même journée, être dans une posture de bouc émissaire, dans la posture de harceleur ou de témoin passif, sur des situations différentes, en fait. Donc, la personne qui est dans la posture de harceleur sur une situation, la plupart du temps, c'est une personne qui elle-même est en souffrance et a besoin aussi, pour exister, de passer par cette façon de faire, pour exister auprès des témoins passifs et puis pour exister pour lui-même. Cette personne croit que c'est le seul moyen d'être, en fait. Chiara, au collège, tu disais tout à l'heure que ton frère était dans le même collège. Je me pose la question, forcément, quand on a son grand frère ou sa grande sœur, on a forcément cette espèce de protecteur. Est-ce que ce fait-là n'a pas empêché, enfin visiblement non, mais comment ça se fait? Comment tu expliques que le fait que ton grand frère, il savait que tu avais un grand frère? Ouais. Mais dans ce collège, il y avait 2 cours séparés, 6e, 5e, 4e, 3e. D'accord. Et mon frère était en 4e. Et moi, en 6e, du coup... Vous n'étiez pas dans la même cour, donc il pouvait pas venir, sinon il se faisait disputer par les adultes. Du coup, il ne pouvait pas venir. Il y a des fois, il venait et du coup, après, c'était pas forcément bien pour lui après, mais il ne pouvait pas forcément tout le temps venir m'aider et il ne voyait pas forcément tout ce qui se passait. Le harcèlement que tu as subi sur Internet, ça ressemblait à quoi? On prenait des photos, on faisait des photomontages, on écrivait des choses dessus. À quoi ça ressemblait? Donc c'était que elle qui m'harcelait... Sur le net, il y avait qu'elle. Oui. Mais les gens suivaient, je suppose. Enfin, les camarades suivaient. Ils repostaient, ou c'est ça, ou ils likaient, ou... Non, elle, par contre, sur Internet, il n'y avait que elle qui faisait ça. C'était sur Snapchat, c'est ça? Oui, parce qu'elle ne voulait pas que les autres soient au courant, sinon c'était pas forcément drôle. Je ne sais pas forcément pourquoi. Elle ne voulait pas que les autres soient au courant, que c'était elle qui... Ouais. D'accord. Et elle prenait des photos d'elle
et elle écrivait des insultes ou alors elle m'envoyait juste des messages avec plein d'insultes et des menaces. Capitaine Rouland, que risque-t-on lorsqu'on harcèle quelqu'un comme ça sur Internet? Donc déjà, le cyberharcèlement est puni donc, de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Encore une fois, si on est dans les éléments constitutifs, donc porter atteinte délibérément et de façon répétée. Après, il y a quand même des sanctions si c'est pas répété. Donc si ça arrive une fois. Donc ça peut être une injure publique, puisque comme c'est sur Internet, voilà, c'est une injure publique. On t'a blessé. En plus, le fait que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est public. Donc, ou diffamant, ça peut porter atteinte à ton honneur. Donc dans ces cas-là, c'est un délit et c'est 12 000 € d'amende. Là, on parle forcément de cyberharcèlement, c'est très grave puisque ça mène des ados et voire même des adultes jusqu'au suicide. Parfois, on le sait très bien. Là, en l'occurrence, on parle des ados, donc de personnes mineures. Tout à fait. Comment ça se passe à ce moment-là Donc, si le harceleur est mineur, il est puni pas comme un majeur, mais il encourt également les peines que je vous ai dit. Seulement, avec l'excuse de minorité, ces peines vont être diminuées par 2. Il sera également redevable d'une amende, puisque c'est la sanction. Et l'amende, pareil, elle sera diminuée par 2, à hauteur d'un maximum qui est de 7 500 €. Ensuite, les parents sont responsables, sont civilement responsables. Et là, c'est en matière civile. Donc, les parents devront payer les dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Voilà, tout à fait. Jean-Michel Moreau, je suppose forcément que vous menez des campagnes de sensibilisation. C'est ce dont on parlait il y a quelques minutes. Comment elles se déroulent, ces campagnes? Qui en sont les acteurs? On a un événement annuel qui s'appelle le prix Non au harcèlement. Il y a une journée d'ailleurs qui est dédiée, une journée dans l'éducation nationale, qui est la journée du 5 novembre, qui permet à l'ensemble des acteurs de se réunir autour de la thématique et de proposer un certain nombre d'actions. Et le prix non au harcèlement est attribué chaque année par le recteur, ce qui permet à beaucoup d'établissements de participer et donc de se mettre dans une dynamique de recherche de réponses aux situations de harcèlement. On vient d'ailleurs de désigner le lauréat pour l'année 2018. C'est le collège des Essarts qui s'appelle Clémenceau, le collège Clémenceau des Essarts, qui a remporté le prix pour l'année 2018. Et puis on produit un certain nombre de documents à destination des chefs d'établissement, des conseillers principaux d'éducation et puis l'ensemble des enseignants. On a aussi des interlocuteurs parmi les parents d'élèves, avec les fédérations de parents d'élèves. La police mène également des campagnes de sensibilisation? C'est vrai, donc nous on a des policiers formateurs, donc on appelle ça PFAT dans notre jargon, qui interviennent dans les collèges et les lycées à la demande des directeurs. Donc ils viennent, on a vu que ça avait évolué, puisqu'au début ils faisaient de la prévention sur les stupéfiants, puis après toute forme d'addiction, ça peut être l'alcool, même Internet, et maintenant il y a une forte demande, donc l'année dernière ils ont fait une vingtaine d'interventions sur ce thème du harcèlement. Et on a également donc, toujours un policier qui intervient dans les classes de CM2, donc dès le CM2. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans les images. Pour faire de la prévention et délivrer un permis Internet pour les élèves du primaire, qui ont environ 10 ans, ils aient connaissance des usages sur Internet. C'est comme s'ils ils étaient dans la rue, c'est-à-dire on ne parle pas à un inconnu, on ne publie pas une photo et on n'envoie pas un inconnu, on ne va pas à un rendez-vous avec un inconnu. Donc toutes les bases pour accéder à un Internet en toute sécurité. Si vous venez d'arriver, soyez les bienvenus sur le plateau 9h50 le matin. Je rappelle que la thématique du jour est le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. Véronique Rio, on disait tout à l'heure, vous êtes sophrologue, maître nageur, anciennement gendarme à la délinquance juvénile. Elle a plusieurs vies, plusieurs casquettes, comme on a mis ici à 9h50 le matin. Vous participez au programme Sentinelle et Référent. Vous formez des élèves et des adultes en 4 jours. Et vous avez également un projet de journée de formation pour élèves en décrochage scolaire suite à des harcèlements. Vous soignez par la sophrologie pour une reprise de confiance en soi. Et surtout, vous permettez de reconnaître les signes des ados victimes de cyberharcèlement. Alors, quels sont les conseils que vous prodiguez afin de pouvoir reconnaître les signes de personnes victimes de cyberharcèlement? Enfants, ados ou adultes d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Alors, quand on est parent, par exemple, généralement, c'est les parents qui sont mis au courant en dernier. Donc, il y a quelques façons de repérer quand même. S'il y a un décrochage scolaire, si un enfant qui travaillait bien tout d'un coup a des mauvaises notes, si un enfant, par exemple pour le cyberharcèlement, ça se passe souvent la nuit,
parce qu'ils sont branchés en permanence sur les écrans, donc ils ont des attaques la nuit, ils ne dorment plus. Donc si tout d'un coup un enfant est très très fatigué, un peu irrité, agressif, ne veut plus voir ses copains, a la phobie de l'école, etc. Il y a pas mal de signes comme ça. Par rapport aux adultes aussi, dans les écoles, il y a des moyens de repérer aussi, de voir, à ne pas confondre, par exemple, que si un élève est agressif, pas forcément se dire tout de suite que c'est lui qui harcèle les autres, mais qu'il peut être aussi victime et ça le rend agressif. Excusez-moi, j'ai une question de Johanna sur Internet qui demande s'il y a des interventions dans les écoles primaires. Il me semble que vous en faites dans les écoles primaires. Alors, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. En train de se mettre en place avec mon association Résilience SOS Ado. Sa fille est victime, elle n'a que 6 ans. Je vous répète en même temps, parce que c'est vrai qu'on est en Facebook Live, comme on le dit, donc les internautes nous posent des questions en direct. Sa fille est victime, elle n'a que 6 ans. C'est étonnant, c'est perturbant. De harcèlement sans doute, de cyberharcèlement, c'est... Harcèlement, alors elle nous le dira, c'est certainement de harcèlement, oui. Oui, peut-être. Oui. Alors, il y a pas mal de harcèlement dans les écoles primaires. Les enfants, entre eux, sont assez durs en école primaire. Il y en a encore un peu plus au collège et ça se calme généralement après au lycée. Mais ça démarre dès l'école primaire. Moi, mon fils a été harcelé aussi en école primaire et puis au début du collège. Et on peut prendre ça pour des disputes, des chamailleries. Mais à partir du moment où l'enfant est vraiment en souffrance et du coup ne veut plus aller à l'école, pleure souvent, et là c'est vraiment des signes qu'il faut prendre très très au sérieux parce que ça peut même démarrer dès 6 ans à l'école primaire. Ah bah oui, c'est... Chiara, comment tu t'en es sortie? Et bah, avec la plainte, même si ça s'est classé sans suite, ça a sans doute eu un petit peu peur et du coup après elle a arrêté. Et au collège, ça se passait comment? Est-ce que tout le monde, du coup, est devenu plus sympa avec toi? Est-ce qu'ils se sont rendus compte de leur attitude envers toi? Non. Ils m'ignoraient ou alors ils me traitaient de menteuse. Ils disaient que j'avais porté plainte alors qu'elle avait rien fait, que je m'étais jamais fait harceler. Et voilà, donc au début, ça me blessait encore un peu. Bah oui. Puis à force, je suis passée au-dessus et puis... Parce qu'en plus, il faut rappeler que tu étais quand même en 6e, donc tu avais encore 3 années derrière dans le même collège. Tu es restée dans ce collège? L'année de 5e, oui. Je voulais pas partir parce que après, en ce petit mois qui restait, je me suis fait des amis. D'accord. Donc il y a quand même des gens qui se sont des camarades qui se sont rapprochés de toi. Ouais, un petit peu. Qui étaient des harceleurs avant? Non, pas du tout. D'accord. Qui juste ignoraient, et rigolaient même pas. Ils n'étaient pas forcément dans la situation. D'accord. Et qui est devenue ta harceleuse du coup? Elle a continué à me regarder bizarrement et tout ça, mais elle a plus jamais rien fait et elle est restée avec ses amis. Est-ce qu'elle a eu des sanctions par l'établissement? 1h30 de colle. Pendant combien de temps? Juste une fois. Ah, 1h30 de colle? Jean-Michel Moreau. Alors, ne trouvez-vous pas que c'est quand même... Je ne connais pas la situation de Chiara, mais j'imagine évidemment que la réponse n'est pas du tout proportionnée. Mais je ne connais pas la situation, je ne vais pas la commenter. Ce que je peux dire, c'est que nous avons inscrit dans les procédures disciplinaires désormais le harcèlement comme un motif de sanction, mais sanction au sens de la réponse éducative assez lourde. C'est-à-dire qu'on peut évidemment, pour des phénomènes de harcèlement, convoquer le conseil de discipline et puis faire en sorte que le harceleur prenne bien conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'attirer l'attention de l'ensemble des adultes sur la manière dont on entend ou dont on écoute la souffrance des élèves, premièrement. C'est-à-dire qu'on banalise quand même les interactions assez facilement, et notamment des interactions violentes. C'est vraiment ce que j'ai l'impression depuis le début de cette émission. Et c'est vrai que l'Éducation nationale, depuis 5 ans, fait un gros effort pour emmener tous les acteurs du côté de l'écoute, justement, des élèves, de leurs paroles, et peut-être même de l'écoute de ce qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire qu'à travers les signes qui ont été évoqués là, dernièrement, on peut évidemment s'interroger sur la situation d'un élève, et donc essayer d'en savoir un peu plus. Chiara, harcèlement, il y a beaucoup de jeunes qui te contactent, du coup, toujours pour des questions d'harcèlement, cyberharcèlement. Tu as créé cette association il y a combien de temps? 5 mois peut-être déjà. Tu as combien de témoignages, combien de personnes là, à peu près qui sont venues te... Beaucoup, je les compte plus à force. D'accord. Tu y réponds personnellement, comment tu t'organises?
Il y a ma mère et la mère de Christopher qui sont dans l'association avec moi et qui tiennent la page Facebook et du coup on répond un peu ensemble aux témoignages ou aux commentaires. Il y a quelqu'un sur Internet qui nous demande si tu en veux plus à la harceleuse ou aux camarades qui étaient à côté et qui ont participé ou qui n'ont rien fait. J'en veux plus à ceux qui étaient autour et qui n'ont rien fait, mais j'en veux quand même à la harceleuse. Mais ouais, j'en veux plus aux autres. Véronique, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Quels conseils donneriez-vous aux parents dont les enfants, tous nos enfants de toute façon sont sujets et sont des potentielles victimes? Quels conseils donneriez-vous de concrets, 2-3 conseils comme ça pour reconnaître les signes de harcèlement? On l'a dit, c'est la fatigue. Peut-être une chute des notes à l'école. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Comme signe pour reconnaître, oui. L'isolement, la dépression, parce que les enfants aussi peuvent tomber en dépression. Et peut-être l'agressivité aussi, parce que une victime, au bout d'un moment, comme personne ne reconnaît la violence qu'elle subit, elle est face à un déni de violence, déni de souffrance, du coup elle devient aussi agressive. Voilà, c'est tous les signes. À mon avis, Et reconnaître les harceleurs pour les parents aussi, parce que bon, on peut être parent d'une victime, mais parent d'un harceleur. Que diriez-vous aux parents? Alors, ce qui permet de voir si son enfant est en difficulté, parce que de toute façon, il est en difficulté, qu'il soit victime, témoin ou harceleur. C'est surtout la communication, essayer d'en parler, essayer de savoir un petit peu, de s'intéresser. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants, beaucoup, parce que je ne suis pas à l'abri non plus. La preuve, c'est que ça s'est passé. Mais de parler beaucoup, de communiquer beaucoup, de poser des questions, d'expliquer aux enfants et de... Peut-être de partager aussi sa propre expérience. On a tous été d'un côté ou de l'autre de la barre. Je ne sais pas, Capitaine Rouland, si vous vous souvenez de vos années collège. Oui, mais là, c'est amplifié encore avec l'apparition des réseaux sociaux. Mais moi, si je devais donner un conseil aux parents, c'est d'intégrer ces activités numériques aux discussions familiales. Comme quand on va au foot, on va parler de son match, de ses amis, de l'arbitrage, etc. Les activités numériques, il faut en parler. Il faut que les parents s'intéressent aussi aux réseaux sociaux. Comprennent le mode de communication. Voilà. C'est vrai qu'il est totalement différent. C'est générationnel aussi. Donc, il faut qu'on s'y intéresse, qu'on voit comment ça fonctionne. Et c'est pas surveiller son enfant, mais c'est plutôt veiller, c'est-à-dire aller avec lui peut-être sur sa page. Déjà, avant 13 ans, pour moi, Internet, ça doit être... Là, Clara, tu as 13 ans. Cette histoire date d'il y a 2 ans. Donc, vous aviez 11 ans. Oui. Vous étiez sur Snapchat. Voilà. Non, mais après, on n'accuse personne parce que la maman de Clara est ici et je pense que personne ici, on n'accuse personne, etc. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne, d'un point de vue éthique, à quel âge, selon vous, Jean-Michel Moreau, un enfant ne devrait pas avoir accès aux réseaux sociaux? Alors, si c'est mon point de vue de représentant de l'institution... Vous savez que le ministre va interdire les portables au collège. La vision de l'institution, c'est que si on peut s'éloigner, en tout cas à l'école, de l'ensemble des interactions qui se font via les applications numériques ou digitales, c'est plutôt mieux. Quitte d'ailleurs à ce qu'on puisse travailler avec ces applications à l'intérieur de l'école pour justement en montrer les limites et puis en évoquer les risques. Oui, est-ce que ce ne serait pas une solution, ça d'ailleurs, justement, de faire une heure de cours sur effectivement l'utilisation de Snapchat, les dangers, des réseaux sociaux, Facebook, c'est ce qu'on fait dans l'Académie de Nantes notamment, puisque sous l'impulsion du recteur Marois, on a mis en place un certain nombre de formations sur ce qu'on appelle, au sens large, l'éducation aux médias, aux réseaux sociaux et aux usages numériques. Donc ça concerne l'ensemble, par exemple, des professeurs documentalistes, mais aussi à destination, bien sûr, des élèves. Ce qu'on observe, et c'est pour nous une préoccupation, c'est que les usages commencent dès 9 ans. Donc on est assez loin des 13 ou 14 ans que vous avez évoqués. Et oui. Les usages commencent dès 9 ans sur des applications qui sont des applications embarquées. Au départ, on est sur un aspect, on va dire, ludique, pédagogique, de l'utilisation des smartphones, mais très vite, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le nez tout le temps derrière nos enfants, donc c'est très facile de télécharger l'application et puis de s'y inscrire. Donc à un moment donné, est-ce que tu as continué? Tu continues, tu es toujours sur les réseaux sociaux, je suppose, Clara? Après ça, j'ai tout bloqué et j'ai tout arrêté.
D'accord. Mais après, en 5e, moi, j'ai repris. Oui, t'es revenue. Elle a le sourire, ça nous fait plaisir. Est-ce que tu aurais un mot? J'aimerais conclure cette émission avec toi et voilà, dire aux jeunes qui te regardent, aux parents, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Aux jeunes, bah, déjà, qui sont pas seuls, qui, même si les personnes qui sont autour d'eux ne les comprennent pas forcément, il y a quand même plein d'autres gens autour qui vivent la même situation ou alors qui peuvent les comprendre. Et que même si les adultes ne les comprennent pas forcément, il faut continuer d'en parler avec des mots plus précis et pas prendre ça à la Creuser un légère. peu plus. Oui. C'est ce Et que les tu as envie de- adultes, bah, croire quand Croire on en leur la dit parole de que l'enfant, enfin, croire en votre on se parole. sent mal. Et aux harceleurs. Bah, que... Si elle nous regardait là, peut-être qu'elle regardera, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? À elle, rien. Rien du J'ai même pas envie de lui parler, mais aux harceleurs, c'est que, s'ils ont souffert, ils en parlent, mais pas besoin de faire souffrir les autres. Bien sûr. Merci beaucoup, Chiara. Je remercie le capitaine de police Anne-Sophie Rouland, Jean-Michel Moreau et puis bien sûr Véronique Rio. Je conclurai cette émission en vous disant que l'association Reuséenne MLSF prépare une conférence Agir contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement qui est animée par Nicolas Bouvier, qui est lui-même victime de harcèlement scolaire à l'adolescence. C'est le 17 mars à 14h30 à la salle Coligny de Nantes. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur ce premier Facebook Live. Merci d'avoir interagi avec nous. Cette émission, je le rappelle, est la vôtre. On se retrouve lundi 19 mars, 9h50 le matin, toujours de bonne humeur, en vous donnant toujours des infos utiles et pratiques en Pays de la Loire. Bonne fin d'après-midi.